Bienvenue à cette série de Bali Interviews. Pour cette édition, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Roberto Ciano. Il est l'un des membres des UNDRR. Avec lui, nous allons faire les points sur ce qu'a été cette septième édition de la plateforme globale sur la réduction des catastrophes. Alors, bonjour Monsieur Roberto. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces cadres des Sendai au niveau de l'Afrique? Est-ce que ça avance? Le cadre ça, avance si on réfléchit sur les facts qui ont été adoptés 2 années après Sendai. On a vu beaucoup des pays qui sont très engagés, mais ce n'est pas très homogène cet engagement. Nous, on travaille avec 44 pays et on voit des pays qui poussent très fort, mais il y a aussi des autres pays qui ne sont pas encore très, comment dire, impliqués dans ce contexte. Et ce qu'on a vu déjà sur les cibles, c'est qu'en Afrique en général, on est en train de réduire la mortalité, qui est tout à fait un très bon résultat. Mais du point de vue des gens affectés, on voit que quand même il y a une augmentation des gens affectés et une augmentation aussi des dégâts économiques. Et par rapport aussi aux infrastructures critiques. On a plusieurs points à faire, à réfléchir, parce que clairement les pays, les continents ont un continu développement, on crée plus de risques avec les processus de développement. On expose beaucoup plus de gens aux risques parce que la population est en croissance. Et aussi, on a beaucoup plus de dégâts parce que, comme on développe, on crée des infrastructures, des villes qui se transforment. Et on a besoin de comprendre que le processus de développement doit être informé par les risques. Vous avez dit qu'il y a des pays qui poussent, il y en a d'autres qui ne poussent pas. Qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi les uns poussent et les autres ne poussent pas? C'est une très bonne question parce que parfois, à première vue, je dirais que la raison est aussi l'exposition de certains pays. Par exemple, le Madagascar ou le Mozambique. C'est des pays qui sont très conscients de leurs risques et et des impacts des risques à quoi ils font face. Et ils ont dédié beaucoup de ressources humaines et aussi financières pour la gestion des risques. Mais ce n'est pas le cas chaque fois. On a des pays comme le Congo où on a des ressources et on a beaucoup de catastrophes. On voit qu'on a beaucoup de problèmes de sécheresse, on a aussi des problèmes liés au volcanique. On a plusieurs problèmes sur les inondations, mais on a aussi, je ne vais pas parler seulement du Congo, mais on a beaucoup de pays dans le Centrafrique qui ne sont pas trop impliqués dans la gestion des risques de catastrophes. Est-ce qu'on peut penser que c'est une façon pour les dirigeants de ces pays de ne pas comprendre les risques qui existent et de les adresser, ou bien c'est parce que on n'est pas assez touché par les effets, quand bien qu'on le remarque chaque année, c'est beaucoup d'inondations. L'année dernière, c'était l'éruption volcanique à Goma, avec toutes les conséquences qui s'en ont suivi. Alors, est-ce qu'on peut penser que les dirigeants de notre pays au niveau de l'Afrique centrale n'ont pas encore pris la mesure de ces risques? Tout à fait. Je ne sais pas bien, je ne connais pas très bien les contextes de politique, mais j'aimerais bien dire que pour avoir un engagement fort, il faut leadership. Il faut du leaderage. Et si au plus haut niveau, il ne comprend pas que la réduction des risques de catastrophes, c'est une priorité pour tous les pays dans le monde, et encore plus en Afrique parce qu'on voit les conséquences du changement climatique. Si au haut niveau, il ne comprend pas ça, rien ne bouge. Parce que c'est là où la gestion des ressources est dirigée par un sujet ou l'autre. Du coup, tout à fait, on a besoin qu'au haut niveau,
au niveau politique, il y a un changement. On a beaucoup d'informations sur les dégâts, on a beaucoup d'informations sur tout ce qui est risque et impact du risque. On a publié récemment les Global Assessment Report et il y a aussi beaucoup d'informations utiles. Et on essaye de faire beaucoup d'advocacy, mais malheureusement, c'est pas, c'est pas très bien compris. Mais justement, vous avez évoqué ces rapports que vous avez publiés il n'y a pas très longtemps. Pourriez-vous nous faire une synthèse? Qu'est-ce qui ressort réellement de ces rapports? Ok, trois choses. Clairement, la première chose, c'est assez lié au contexte de la COP de changement climatique. On voit que les catastrophes sont plus fréquentes et ils impactent beaucoup plus de gens, même s'il y a moins de mortalité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'investisse pas assez dans la réduction des risques des catastrophes. Il faut vraiment faire un saut dans tout ce qu'on est, c'est investissement pour la réduction des risques des catastrophes. Il faut vraiment faire un grand saut. Après, troisième point, c'est que, et ça c'est je crois les points les plus compliqués à gérer parce que c'est qu'il faut amener un changement de la population. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez compliqué parce qu'on a, par exemple, parfois on sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas demander aux gens de faire ce que c'est bien pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de blocages. Genre, ici, moi, j'ai grandi toute mon existence. Je veux pas bouger parce que maintenant, vous me dites qu'il Plus culturel en fait. Exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment la science du changement de comportement qui rentre dans la gestion des risques. Et comment est-ce qu'on fait pour changer ce comportement des gens? Et déjà, c'est très compliqué quand on parle des populations anciennes, mais ce n'est pas le cas pour l'Afrique. On parle des populations très jeunes. Et c'est exactement dans l'éducation et avec les gens, la population jeune, qu'il faut vraiment passer ces concepts. Les risques, qu'est-ce que c'est les risques pour nous? Comment est-ce que ça va m'impacter? Je ne vais pas avoir une maison, je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Une fois qu'eux, ils comprennent que ça va leur impacter dans tous les jours. Mais en fait, à ce niveau-là, il faut parler par exemple de déplacement interne, parce que c'est ce qui est beaucoup plus remarqué au niveau de l'Afrique, notamment dans nos pays, lorsqu'il y a dévastation, lorsqu'il y a inondation, il y a guerre, lorsqu'il y a éruption volcanique, il y a plus de déplacements vers d'autres contrées où parfois les choses ne semblent pas être bien. À ce niveau-là, quel est le rôle que doivent jouer les gouvernements de ces pays, mais aussi la population? Si on parle du déplacement des gens, déjà, il faut qu'il y ait un cadre. Il y a un cadre législatif, normatif, pour qu'on sait bien qu'est-ce qu'on va faire avec ces populations, où on va pouvoir les déplacer, comment est-ce qu'on va gérer leur nouveau contexte, parce qu'on ne peut pas juste déplacer des populations sans avoir un plan à long terme. Par exemple, si on amène une population qui habite dans un contexte et on l'amène dans un nouveau contexte, ça peut même amener un conflit, des tensions entre populations. Du coup, par exemple, qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce contexte-là? On peut donner des moyens à ces populations pour qu'ils rentrent dans l'économie locale, pour qu'ils ne soient pas vus comme quelqu'un qui vient absorber notre ressource. C'est quelqu'un qui nous amène quelque chose et nous amène de la diversité, nous amène aussi des ressources parce qu'ils ont des ressources pour faire gérer l'économie locale. Du coup, il faut vraiment avoir un plan, une vision de long terme pour ces populations-là. Et après, il faut aussi travailler en commun avec les autres pays. Parce que quand on parle de déplacement, dans le contexte du Congo, ça pourrait être un peu plus simple parce que c'est un pays énorme et on pourra déplacer les gens d'une zone à l'autre. Mais on a des pays où le déplacement, ça veut dire vraiment aller dans un autre pays. Et du coup, pour ça, il faut qu'il y ait une communication transfrontalière, surtout des politiques transfrontalières entre ces pays-là.
Alors, aujourd'hui, les plus grands problèmes se posent justement dans les alertes précoces, je vais dire. Donc, en Afrique, dans la plupart des pays, surtout au niveau de l'Afrique centrale, on n'a pas construit des systèmes d'alerte précoce, ce qui fait que parfois les catastrophes surviennent de manière brusque et surprennent les communautés. Est-ce que à ce niveau-là, UNDRR intervient pour aider, par exemple, les gouvernements à construire une sorte de système d'alerte? Alors, déjà, je vais commencer pour dire que si on a moins de morts, si on a une réduction de la mortalité, c'est aussi grâce aux investissements dans le système d'alerte précoce. Et qu'est-ce que l'UNDRR fait dans ces domaines au niveau du contexte africain? On travaille avec l'Union africaine pour maintenant on a par exemple aidé l'Union africaine à ouvrir une cellule des catastrophes pour l'Union africaine qui transforme l'information qui lui arrive en action. Et ça, c'est dans les contextes Union africaine. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de développer un système parallèle au niveau des communautés économiques. Et du coup, là maintenant, au SADC, on est en train de travailler avec la communauté de l'Afrique du Sud et aussi avec la communauté de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Pour le moment, on n'a pas encore un dialogue avec la SCDC et ce serait bien de commencer aussi à travailler avec eux au niveau aussi IGAD, qui est en Afrique de l'Est. On a aussi déjà fait tout ce travail. On a créé un centre opérationnel pour monitorer les désastres et pour après recevoir l'information des gouvernements au même temps et donner l'information au gouvernement. Du coup, si j'ai l'information d'un pays, je peux donner cette information aussi pour un autre pays. Du coup, c'est vraiment un centre régional qui aide à améliorer le partage d'informations sur les risques, par exemple au niveau de la météo, de tout ce qui est prédiction et tout ça. Voilà. Alors, une autre question. Revenons maintenant à cette 7e édition de GP 2022. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises aujourd'hui? Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises? Parce que nous sommes pratiquement à la fin. Oui, ok. Je crois que là, on va vraiment écouter la cérémonie de clôture. Du coup, je vais donner mon impression. Ok, première impression, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus ensemble. Et ensemble, je veux dire vraiment les contextes humanitaires et les contextes du développement. On doit travailler ensemble avec les mêmes objectifs de réduire la résilience. C'est vraiment quelque chose qu'on a en commun entre ces deux. Ce n'est pas des secteurs, c'est des agendas. Et comment est-ce qu'on pourra faire ça? Par exemple, si on investit beaucoup dans les systèmes d'alerte précoce et l'action rapide. Et l'action rapide, c'est vraiment quelque chose qui amène les deux communautés ensemble. Et on a vu beaucoup de résultats par rapport à ça. Du coup, là, c'est un premier point que j'ai vu dans les sessions dont j'ai participé. Deuxième point, c'est qu'il faut intégrer la vision du risque dans notre modèle économique, et pas seulement dans les secteurs publics. Comment est-ce qu'on va s'assurer que les secteurs privés réfléchissent sur les risques? Et du coup, c'est que maintenant, j'ai écouté plusieurs fois, on appelle un Think Resilience Approach. Penser à la résilience. Et quand on intègre cette pensée à la résilience, les secteurs privés, les secteurs publics, nous comme communauté, même comme consommateurs, on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer les risques. Si je veux construire ma maison là-bas et c'est moins cher que dans un endroit où il n'y a pas une exposition au risque, pourquoi je vais m'exposer quand je sais que c'est une zone qui pourrait avoir des risques d'inondation? Et il faut vraiment que cette mentalité s'intègre à tous les niveaux, parce que ce n'est pas juste les secteurs publics qui doivent faire ça. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser au gouvernement de l'Afrique par rapport à ces assises?
Mon message, c'est de s'impliquer plus dans les domaines, clairement. On a vu plusieurs pays qui ont participé à la plateforme, mais on espère que dans les futurs, il y aura encore plus de participations, beaucoup plus de délégations et au haut niveau aussi, qui partagent et qui montrent leur engagement dans les domaines. Et une autre chose que je voulais dire aux pays en Afrique, c'est que vraiment c'est à nous, c'est à nous de prendre maintenant la guide de tout, de la gestion des risques dans notre vie. On va voir de plus en plus des dommages, des souffrances, on va voir plus en plus des conflits, des conflits entre nous. Et du coup, vraiment, il faut qu'on commence un changement de mentalité dans ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Donc, nous resterons en contact pour voir la suite, comment ça va évoluer. Ça va donc évoluer. Donc, je profite aussi pour vous dire merci d'avoir suivi cet entretien et nous vous fixons rendez-vous prochainement avec d'autres invités ici en direct de Bali, en Indonésie. Portez-vous bien et à la prochaine.